Bonjour, bon vendredi à tous, mesdames, messieurs. C'est la dernière édition de la revue des grandes unes de la semaine, la presse, qui est disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir et d'être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de contentieux préélectoral, des listes RDPC et SDF rejetées. C'est le grand titre de la nouvelle expression. Le journal précise que le Conseil constitutionnel a disqualifié ces deux partis respectivement dans les circonscriptions électorales de Boyo et de Ngor-Ketunja Sud, avec notamment la candidature de Hervé Emmanuel comme du comité central du RDPC qui a été donc également rejeté dans Vouri-Est pour double nationalité, une grande première et un précédent. C'est à lire en page 3 de la nouvelle expression qui parle également de la lutte contre la corruption. 3 ministères dans la rébellion. Alors il s'agit des ministères des Relations extérieures, de l'agriculture, de l'eau et qui ne collaborent pas avec la CONAC. On peut lire tout ça en page 9. Le journal parle également de droits de l'homme avec Maître Momo qui dénonce sa marginalisation. Le ministre délégué auprès du ministère de la Justice n'a pas apprécié que sa versatilité soit donc relevée au grand jour. C'est en page 6. On parle également de la crise anglophone avec la Suisse qui laisse la médiation impliquée dans la recherche de solutions au conflit armé dans les deux régions anglophones. Elle s'est donc retirée de la médiation et on peut lire également tout ça en page 9. Le journal Le Messager, pour sa part, parle du statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec Christian Toumi qui met donc le gouvernement dos au mur. L'ancien archevêque de Douala exige une campagne d'explication détaillée du projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. On découvre tout ça en page 3 ce matin. Le journal parle également de transactions financières hors CEMAC dans le labyrinthe de la crise des devises, la nouvelle réglementation des changes, les innovations et même les complaintes et aussi les enjeux. Tout cela en page 5 du quotidien Le Messager, disponible en kiosque ce matin. L'autre journal, c'est L'Œil du Ciel qui parle de documents avec les listes des candidats aux municipales dans le Nord, également en page dans le dossier à lire de la page 6 et à la page 11. On découvre tout ça dans le dossier ce matin. On s'intéresse également aux journées de la petite et moyenne entreprise. Un fils de la Damawa décroche le prix de la meilleure création d'emplois en page 5. Et on parle également des infrastructures. Une nouvelle étude pour réhabiliter le port de Garoua. C'est dans le même journal, L'Œil du Ciel, disponible en kiosque, qui a également d'autres informations que je vous invite à lire. Le journal Cameroun Tribune qui s'intéresse au contentieux préélectoral des législatives avec le verdict. C'est le grand titre ce matin pour dire qu'à l'issue d'une audience marathon hier, 55 décisions ont été donc rendues par le Conseil constitutionnel, dont le rejet de la liste RDPC dans le Boyo, celle du Social-Démocratic Front dans le Ngor-Ketunja Sud et bien entendu la réhabilitation même de 5 listes de l'UPC, dossier à lire de la page 5 à la page 6 du quotidien Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a également d'autres informations que je vous invite à lire ce matin. Et aussi, on va découvrir le journal Mutation qui parle également de l'immigration clandestine. Ce que j'ai vécu au désert, apprend-on dans le numéro. C'est en quête donc de bien-être au Maghreb, donc, et bien entendu en Europe. Mariette, aujourd'hui, raconte sa mésaventure dans le journal en page 5. Le même journal parle également des législatives avec Hervé Emmanuel comme qui a été disqualifié. Le journal s'intéresse à autre chose que je vous invite à parcourir ce matin. Le quotidien Le Jour s'intéresse au classement FIFA. Le Cameroun 8e en Afrique, c'est ce que dit le journal. Et puis on parle de change. 3886 milliards de francs CFA rapatriés en 2019. Entre janvier et août 2018, le montant des rapatriements dû donc aux banques commerciales d'État était donc de 1181 milliards, soit une hausse notamment de 229% au cours de la même période en 2019, donc du fait donc de la mise en œuvre de la nouvelle loi bien entendu. C'est à lire dans le dossier proposé par le quotidien Le Jour de ce matin. Le Jour parle également de Yaoundé où 7 boutiques ont été ravagées par les flammes. C'est bien entendu donc l'incendie qui s'est donc déroulé hier, 19 décembre 2019, au marché du Fundi. C'est du côté de Yaoundé. C'est à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. On va terminer avec l'économie, qui est en kiosque. Le journal parle de commerce intra-africain, compte tenu donc de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZECAf au Cameroun pour la période 2020-2024. C'est un dossier que je vous invite à lire ce matin, qui parle notamment de la coopération également avec le CDD, qui expose ses réalisations dans la région du centre. C'est dans le journal
économie disponible en kiosque. Voilà ce que la presse nous propose ce vendredi matin. Et avec nous, Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Georges, bonjour à nos téléspectateurs, ravis d'être là ce vendredi, c'est la fin de la semaine. Bien entendu, merci. Georges Semé, bonjour. Bonjour à vous Flavien, bonjour à Donald et bien évidemment je salue les inconditionnels de ce plateau. Voilà, avec vous nous faisons le tour de quelques sujets proposés par la presse, notamment la nouvelle expression qui s'intéresse au contentieux préélectoral, les listes RDPC, SDF rejetées, c'est le grand titre, et également le journal Cameroun Tribune qui parle aussi de ce contentieux préélectoral, des législatives, le verdict, c'est le grand titre ce matin. Oui, le Conseil constitutionnel tablait sur les requêtes introduites dans son greffe à l'occasion des élections législatives du 9 février 2020. Effectivement, 55 décisions ont été rendues. Les plus marquantes sont celles concernant le RDPC dans le SDF dans le SDPC dans le Mboyo, dans la région du Nord-Ouest, mais également le RDPC une fois de plus dans le Vouri Est où Emmanuel comme membre du comité central était dans la liste. Il a été disqualifié par le Conseil constitutionnel pour double nationalité. C'est une requête qui a été introduite par le Social Democratic Front qui est également en compétition dans cette circonscription politique. Mais également d'autres décisions comme celle concernant l'UPC, tendance Balengengot, Pierre, qui a vu 5 de ses listes réhabilitées, notamment dans la Haute-Sanaga, le Fundi, entre autres. Donc, on aura l'occasion de décrypter les enjeux de ces décisions. Alors, donc, le contentieux préélectoral qui s'est déroulé a rendu public le travail effectué, avec notamment quelques voix qui se lèvent, quelques frustrations également. Oui, il y a des mécontents, mais il y a également des contents parce que à l'issue de ce contentieux préélectoral, il y a des listes qui ont été réhabilitées et des candidats également qui ont obtenu gain de cause. Mais il faut d'abord préciser que le contentieux préélectoral ne se déroule pas seulement devant le Conseil constitutionnel parce qu'il y a également des recours qui ont été formulés devant les tribunaux administratifs. Donc c'est devant le Conseil constitutionnel et devant le tribunal administratif que se déroule le contentieux préélectoral. Et en ce qui concerne les partis, on observe également qu'il n'y a pas que les partis politiques qui sont contre qui des recours ont été formulés ou alors en faveur de qui les recours ont été formulés. Il y a également contre Elecam, mais aussi les candidats, mais surtout les ministères de l'administration territoriale qui étaient devant la barre pour certains griefs qui lui sont relevés. Alors cela s'est déroulé de la façon dont Donald Brice a expliqué tout à l'heure. On va tirer des conséquences et la première conséquence c'est d'abord que les partis politiques seront obligés de réajuster les listes. On a pris tout à l'heure le cas de Vouri Est où M. Hervé Emmanuel Com a été frappé par un conflit de loi entre la loi de nationalité camerounaise et la loi de nationalité française, dont le RDPC va en tirer toutes les conséquences en réajustant tout simplement, en le faisant remplacer tout simplement, et d'autres conséquences seront bien évidemment enregistrées dans d'autres circonscriptions où les décisions rendues soit par le tribunal administratif ou soit par le Conseil constitutionnel devront emporter un réajustement ou alors un complément des listes. Le délai est très court quand même. Le délai est court, mais c'est un contentieux qui est déjà prévu par la loi et lorsqu'on est parti avisé et structuré, on ne devrait pas être surpris par ce type de fait. Et le cas du RDPC est emblématique. J'ai écouté hier M. Guégarona qui tirait les conséquences de la situation d'Hervé Emmanuel Com et il a promis que dans les 72 heures, la liste de Vouri sera réajustée. Et cela devrait également être le cas dans les autres partis qui, selon la loi et conformément au texte, s'attendaient bien évidemment à ce type d'écueil. Donc ils devront juste tirer les conséquences et pourquoi pas réajuster rapidement la liste conformément à la loi. Oui, de Donald Brice Kamgan, on voit bien qu'il y a toujours des frustrations de la constitution des listes qui est également évoquée par la presse ce matin, à la suite notamment de la publication, je voudrais dire, la clôture du contentieux préélectoral. Oui, je pense que le cas le plus intéressant pour la presse ce matin, c'est le cas d'Emmanuel Com qui a été disqualifié dans la liste du RDPC à Vouri-Est. Mais disons, même si cette décision est sans précédent, il faut également dire que sur la question de la double nationalité pour laquelle il a été disqualifié, ça nous permet de remettre au goût du jour cette fameuse question de la double nationalité, parce que vous savez que à l'analyse, c'est une arme politique à la disposition du système en place qui manipule cette arme-là à volonté.
vous n'ignorez pas que bien nombre de nos dirigeants, aussi bien dans le domaine sportif que politique, des députés, des ministres, des hauts cadres de l'administration ont une, deux ou trois nationalités. Évidemment que d'après la loi camerounaise actuelle, cela n'est pas admis, mais le plus souvent, ces membres du gouvernement, ces hauts cadres de l'administration ne sont pas inquiétés selon qu'ils nuisent ou pas au régime. Donc, le cas d'Hervé Manuel Combes, je pense que il doit peut-être être victime d'un certain nombre d'adversaires, peut-être dans son camp, qui ne souhaitent pas le voir à l'Assemblée nationale. Il a souvent une expression qu'il utilise trivialement, c'est l'ONDEM, peut-être. Oui, ça c'est une expression très, très camerounaise. Ouais. Mais je pense que pour revenir sur le cas d'Hervé Manuel Combes, je ne crois pas qu'il y ait une chasse aux sorcières ou alors une sorte de sanction. Autant la question de la double nationalité devrait préoccuper les dirigeants politiques de notre pays, mais autant je crois que sur ce cas précis, Hervé Manuel Combes, qui est militant du RDPC, en est victime. Donc on peut être à la fois un opposant ou du parti au pouvoir et être victime de cette loi contre la double nationalité. Et le droit a tout simplement été dit. C'est une question de forme. Et je crois que lorsqu'on lit la motivation du Conseil constitutionnel, il est question que Hervé Emmanuel Combes a été naturalisé depuis 1992 et cela a été inscrit dans le journal officiel de la France. Alors, si aujourd'hui il présente des éléments de sa camerounité, mais il faut également qu'il présente les éléments de ce qu'il n'est plus français. Donc, c'est juste une question de forme. Et le recours a été formulé devant un tribunal qui a apprécié et la décision c'est que M. Hervé Emmanuel Combes, même s'il n'est plus français, de cette nationalité, au Cameroun, le Cameroun n'est pas informé de ce qu'il n'est plus français. Alors, il n'a pas pu rapporter. Donc il faut une paperasse en tout cas pour prouver qu'il évidemment, n'est plus. Évidemment, la justice se rend, qu'elle soit électorale ou alors civile ou administrative, elle se rend sur la base des preuves. Et Hervé Emmanuel Combes n'a pas pu prouver qu'il n'est pas français et c'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a tranché en sa défaveur. Mais la question sur la double nationalité, pour moi, est une question essentielle qui plombe véritablement, et Hervé l'a dit, Donald l'a dit, parfois on l'utilise contre les opposants. Parfois, on tolère lorsque ça nous arrange. On a des personnalités de ce pays qui brandissent ostentatoirement leur double nationalité, mais qui ne sont jamais inquiétées. Donc ça devrait susciter un véritable débat afin que soit ces personnes qui sont des personnalités publiques aujourd'hui choisissent une seule nationalité, soit ils soient tout simplement démis de leurs fonctions parce que notre code de nationalité n'accepte pas qu'ils soient des responsables supérieurs d'État en usant d'une autre nationalité. Donc c'est un débat essentiel pour moi, mais en matière électorale, je crois que le Conseil constitutionnel a tout simplement dit le droit parce que les preuves suffisantes qui attribuent à Hervé Emmanuel comme sa camerounité n'ont pas été apportées devant le Conseil constitutionnel. Alors, on parle des législatives. Oui, le cas est vraiment curieux parce que j'ai écouté Hervé Emmanuel comme tout à l'heure ce matin. Un confrère qui disait qu'il a pu avoir quand même un certificat de nationalité. C'est quoi, je crois que c'est le tribunal de première instance qui délivre. Alors, comment est-ce qu'il a pu obtenir le certificat de nationalité alors que il a une double nationalité? Vous voyez bien que c'est bien curieux. D'accord. Alors, puisqu'on parle des législatives 2020, on voit bien que dans le même journal, La Nouvelle Expression, on parle des militants du RDPC à Vry-Centre qui sont également en colère, avec le cas Adolphe Sintonet, et qui, au départ, occupait la deuxième place sur la liste, mais finalement s'est retrouvé en troisième position. Oui, Vry-Centre a alimenté beaucoup de débats avec ce cas Adolphe Sintonet qui fait partie de la liste des législatives à Vry-Centre. Il y a eu un processus, comme dans tous les partis, le RDPC a procédé par des investitures et ces investitures étaient chapeautées par un président d'une commission départementale qui a arrêté une liste où effectivement M. Adolphe Sintonet était deuxième en pole position après la tête de liste. Et vous savez que Vry-Centre est constitué de 3 sièges de députés. Alors il était deuxième, mais lorsque cette liste est arrivée à la hiérarchie, il s'est retrouvé plutôt troisième et remplacé par une dame qui est fortement contestée selon les recoupements que nous avons eu. Donc, ce qui fait qu'il a brandi dans la menace que s'il n'est pas régularisé, il n'ira tout simplement pas à cette élection législative. Et ça risque bien évidemment d'entacher sérieusement l'image du RDPC, mais surtout
d'avoir un impact en termes d'électorat, parce que M. Adams-Tonnet quand même dispose d'une certaine aura électorale au sein du RDPC dans cette circonscription, et je crains qu'avec ce fâcheux précédent, qu'il appelle ses partisans à effectuer un vote de censure tout simplement, ou alors que l'image du RDPC soit complètement salie dans le Vouri-Centre. Mais le cas du Vouri-Centre n'est que l'arbre qui cache la forêt, que ce soit dans le RDPC ou alors dans les autres partis de l'opposition, où il y a eu des désaccords profonds entre ceux qui, à la base, sont chargés de constituer la liste des représentants des partis à l'élection législative ou municipale et leur hiérarchie régionale, et plus loin à la hiérarchie centrale. Donc, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. On peut citer d'autres cas pour le RDPC, par exemple dans le Mayo-Saba, où M. Kavaye Djibril est fortement contesté également. Il n'a plus l'assentiment de la base, alors qu'au niveau de la hiérarchie, c'est lui qui est présenté comme le grand électeur. Donc je pense que ça peut avoir des conséquences, non seulement sur l'image du parti, qui va nous donner l'impression qu'il y a des tripatouillages, contrairement à la circulaire qui a été édictée par le président national du parti, mais ça peut avoir également un impact sur le taux de participation générale de cette élection, parce qu'il y aura bien évidemment des consignes de vote. Et la nouvelle expression parle d'une cuisante défaite du RDPC qui se profile déjà à l'horizon. Voilà, parce que les frustrés peuvent donner des consignes de vote à voter contre le RDPC ou alors à voter en faveur d'un candidat qui se présente contre le RDPC. Donc c'est une situation extrêmement grave qui mériterait d'être évoquée au sein de la hiérarchie de ce parti. Le cas de Yabassi reste toujours gravé dans ma mémoire, où il y a eu un vote sanction, en tout cas, quelqu'un qui arrive à la dernière minute et qui devient le RDPC a lamentablement perdu dans cette circonscription à l'époque, voilà. Et c'est plutôt M. Maboula qui venait d'une autre formation politique opposante au RDPC qui a été propulsé à la tête de la mairie de Yabassi. Alors, mutation en titre ce matin parlait de l'immigration clandestine. Ce que j'ai vécu au désert, c'est une jeune dame qui allait en aventure et elle raconte mes aventures justement parce que ça n'a pas marché. Ce n'était pas le Eldorado qu'on lui avait présenté. Oui, j'ai lu quelques bribes de l'interview qu'a accordée cette dame à mutation. Et qui est partie, elle est partie avec son épouse, d'après ce qu'elle dit dans cette interview. Elle est partie du Cameroun en 2018. Elle comptait s'installer avec son épouse en Afrique du Nord et peut-être éventuellement plus tard en Europe. Elle pensait que en Afrique du Nord les conditions sont meilleures. Elle a investi, je crois, un peu plus d'1 million de francs CFA pour s'y installer. Sauf qu'au Nigeria, raconte-t-elle, les fonds se sont rapidement dilapidés à cause des dépenses colossales que le couple a engagées et par la suite, il y a eu de nombreuses dettes. Mais les clichés les plus traumatisants, d'après ce qu'elle raconte, ce sont ces violences qu'elle a subies au désert avec des traversées extrêmement douloureuses, avec des violences qui subit par des passés, ainsi de suite. Ça nous rappelle le drame de l'immigration clandestine qu'on vit depuis un bon nombre d'années. Vous avez encore en mémoire certainement la tragédie de Lampedusa ou encore la chronique des migrants vendus en Libye. Ça nous rappelle tout simplement que nous sommes dans des États où la jeunesse est toujours désespérée, qui n'a pas de perspective et qui ne rêve que d'un ailleurs meilleur. Vous savez que le taux d'emploi et de chômage est rampant dans nos États et sans qu'il y ait une politique publique soutenable, efficace, qui puisse permettre d'absorber ces milliers de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Oui, Georges, mais malgré tout ça, malgré ces dénonciations, les jeunes continuent toujours à nourrir l'envie de partir. Mais je crois qu'ils sont tout simplement dépités par la situation économique délicatante ou socio-économique délicatante dans laquelle ils croupissent au Cameroun, puisqu'on parle du Cameroun. Et il y a des images effroyables que l'on observe dans les réseaux sociaux ou alors à la télévision avec ces milliers de corps des migrants clandestins qui n'ont pas eu la chance d'aller sur le territoire européen, qui reviennent plutôt sur les côtes, mais malheureusement morts. On a vu ces images, mais comme vous le dites, il y en a toujours encore qui prennent le risque d'y aller. On ne peut pas à chaque fois accuser l'État. Je crois que l'immigration clandestine, c'est d'abord un acte volontaire de chacun. C'est une décision volontaire de tout individu d'aller chercher un Eldorado ailleurs. Mais ça part de quelque part quand même. Ça part d'un État. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des conditions socio-économiques qui ne sont pas propices à ce que ces personnes qui s'engagent vers cette voie restent au Cameroun. Mais ça reste un acte volontaire. Vous pouvez aussi décider de rester au Cameroun. Mais c'est aussi un acte risqué. Vous savez que
en prenant sur vous d'aller en aventure, c'est un acte risqué. Et Donald l'a dit, arrivé au Nigeria, le risque d'abord, il était financier, s'est aperçu que le million qu'elle avait s'est complètement estompé, mais le risque également celui de la vie. Vous pouvez perdre la vie parce que vous tombez sur des passeurs qui ne sont pas tout à fait honnêtes. Donc, je pense qu'à la fois, on peut trancher la poire en deux. L'État qui n'offre pas toujours les conditions aux jeunes de rester sur place, mais également ces personnes qui s'engagent sur un terrain extrêmement risqué. On a fait état d'un pactole de 1 million. Lorsque vous avez 1 million, ça veut dire que vous êtes millionnaire et que vous êtes au-dessus de la mêlée de la pauvreté. Vous pouvez prendre cet argent et vous investir dans un commerce qui va vous rapporter quelque chose. Mais vous préférez prendre cet argent et aller tenter de mettre en péril votre vie. Donc, je crois qu'on devrait effectivement se pencher sur cet aspect. La dame qui écume la une de mutation, elle n'est pas la plus pauvre, puisque avec 1 million, elle peut se réinsérer. Il y en a plus pauvres qu'elle qui acceptent de rester et se battre et nourrir leur famille. Donc, si l'État peut être indexé, indexons également nous-mêmes qui prenons le risque d'aller mettre en danger nos vies. Alors qu'on a des alternatives, ce million lui aurait permis de se réinsérer et créer une activité génératrice de revenus en lui permettant de se réinsérer pleinement dans la société. Alors, ces mutations, vous voulez dire quelque chose? Oui, parce qu'il faut passer à autre chose aussi. En quelques mots, je suis souvent amusé par la rhétorique sur le patriotisme que certains tentent souvent de dire, il faut être patriote, il faut aimer notre pays, il faut être là. Évidemment que les Camerounais aiment beaucoup leur pays, mais il faut également dire que, vous avez rappelé tout à l'heure que malgré les discours de découragement des jeunes, ils sont de plus en plus nombreux à penser, à s'investir, à prendre une aventure pour un ailleurs qu'ils espèrent, qui pensent meilleur. Donc, ça prouve que nous avons beaucoup parlé et qu'il est temps d'agir. Les politiques nationales sont inefficaces, désuètes. Évidemment que cette femme avec 1 million aurait pu faire quelque chose. Mais si on se rappelle de l'environnement dans lequel nous vivons, un environnement gangréné par la corruption, si vous vous engagez dans une procédure de création d'entreprise, ça peut réussir, mais également ça peut prendre des années avec des procédures extrêmement longues, des tracasseries administratives incroyables, la corruption. Donc, tout cet environnement-là fait que parfois... L'informel est un point de départ, comme vous le savez aussi. Oui, évidemment que c'est un point de départ. Il y a des millions de cas de personnes qui se débrouillent avec moins de 200 000 francs. Évidemment elle en avait 1 million. Évidemment que c'est un point de départ. Certains pensent également qu'au lieu de mettre de l'argent au Cameroun dans des activités incertaines, elles, dès qu'elles ont saisi une occasion en Afrique du Nord ou en Europe, elles pensent que c'est l'occasion rêver, changer sa vie. Donc, je veux dire qu'au lieu de tenir des discours sur le patriotisme, un certain nombre de théories absolument aériennes, il faut également agir sur les conditions de vie de ceux qui sont frappés par l'immigration clandestine. Il faut également rappeler que l'immigration en elle-même n'est pas une mauvaise chose. C'est lorsqu'elle est clandestine ou excessive qu'elle pose un problème, parce que les États comme les États-Unis ou le Canada ont énormément bénéficié des migrants qui sont partis, mais qui partent puiser les investissements pour l'économie de leur pays. D'accord. Alors, ces mutations qui proposent ce matin, revenant sur l'immigration clandestine, ce que j'ai vécu au désert, je vous invite à lire d'ailleurs le récit dans le journal ce matin. Le Messager parle du statut spécial du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Christian Toumi met le gouvernement dos au mur. Écoutez, Christian Toumi fait partie des personnalités hautement morales de ce pays. Vous savez qu'il a été très impliqué dans la résolution de façon pacifique de la crise anglophone. Et malheureusement, cette initiative a fait pchit parce que la Hall conférence anglophone ne s'est pas tenue pour des raisons politiques. Mais il n'a pas arrêté de se prononcer sur la question. Avant le dialogue, il avait déjà fait. Pendant le grand dialogue national auquel il a participé, il s'est prononcé maintes fois sur ce statut spécial, alors sur la condition même des deux régions anglophones. Et après le dialogue, il continue de s'exprimer. Alors, il s'est exprimé sur la question, notamment du statut spécial des anglophones. Il a marqué sa satisfaction, parce que je l'ai bien écouté, il a marqué sa satisfaction sur ce nouveau code portant collectivité territoriale décentralisée, sur l'aspect statut spécial, mais il a demandé, il n'a pas exigé, il a demandé qu'on fasse dans la pédagogie, dans la sensibilisation, parce que ce texte est très compliqué, il est technique, il est volumineux, donc il faut y aller dans la sensibilisation afin qu'il soit bien compris
des Alors, pour Camerounais. lui, il demande qu'on lui explique davantage pour mieux comprendre, parce que il n'arrive peut-être pas à percevoir l'intérêt même attendu par... Monsieur Toumi, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Monsieur Toumi a participé aux travaux du Grand Dialogue National. Il conduisait d'ailleurs une commission, je crois, la commission de la décentralisation, si je ne m'en abuse. Et il est au parfum de cette loi. Et il y a 2 semaines, vous vous souvenez, il avait parcouru les régions anglophones, où il a rencontré certaines personnes, et lui-même, il avait compilé des doléances qu'il a remis au Premier ministre récemment. Donc, je crois qu'il est parfaitement au courant de ce qui se passe. Mais lui, ce qu'il demande maintenant, en marquant sa satisfaction sur cette loi, il demande que les Camerounais soient suffisamment sensibilisés, parce que le commun des Camerounais ne comprend pas toujours ce que c'est qu'un statut spécial. On ne comprend pas toujours ce que c'est que l'autochtonie ou la légionie. Or, ce sont des notions qui devraient être appréhendées par le commun des Camerounais, afin qu'ils comprennent le bien fondé de cette initiative qui n'est pas encore terminée, puisque le Sénat n'a pas encore voté. C'est une initiative qui est prise dans le cadre Le Sénat l'a voté hier. Voilà, ok. Dans le cadre du renforcement de la décentralisation. Donc, c'est là la position du candidat Christian Toumi. Je pense qu'il n'a pas exigé, mais il demande qu'une démarche soit effectuée afin que le texte soit suffisamment appréhendé par les Camerounais qui ne comprennent pas toujours ce que c'est qu'un statut campagne spécial. d'explication également pour que chacun ait... Effectivement, et pour cela, il faut des moyens financiers, il faut des hommes qui vont aller sur le terrain, un peu comme ça se passe aujourd'hui avec cette décision du MRC qui a décidé de ne pas se présenter au double scrutin. Ils ont mis sur le terrain des personnes qui sont allées expliquer à la base des tenants et des aboutissants d'une telle décision. Le gouvernement pourrait s'inspirer de cela pour mettre sur le terrain, en dehors de la publication dans le journal officiel bien sûr, pour engager des campagnes dans les médias, mettre sur pied des commissions qui vont expliquer aux gens ce qu'il en est exactement de ce statut spécial et surtout du code portant collectivité territoriale décentralisée. Alors, c'est une équation pas facile pour le gouvernement. Quand on sait généralement ce qui est fait, on se limite à proposer un document qui n'est peut-être pas lu par tout le monde, ou alors on n'a forcément peut-être pas accès au même document. J'ai lu cet article de Le Messager entièrement et le volet sur lequel le cardinal demande l'explication, c'est précisément l'article 246 qui définit, qui indique en gros qu'il faut être autochtone pour postuler comme super-maire, comme maire des communes de ville, la nouvelle appellation des délégués du gouvernement. Alors, l'article 246, comme vous le savez, fait polémique et il indique, c'est ce qu'il dit, que vous savez qu'il a fait une proposition d'environ 600 pages au PM sur les mesures pour résoudre la crise anglophone avant même la tenue du dialogue national. Il indique dans cette interview qu'il a accordée à la télévision nationale et qu'il reprend ce matin Le Messager, il indique que la mouture que lui il avait présentée au Premier ministre était contre le fait d'exiger qu'on soit autochtone pour postuler, pour être délégué du gouvernement. Et cette interview, justement, dans la même interview, il rappelle que aux premières heures de son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État camerounais avait dit qu'il voudrait que chaque Camerounais se sente chez lui. C'est ce que le cardinal Toumi dit dans cette interview. Alors, ces propos... Partout il se trouve. Partout il se trouve. C'est ce que Paul lui avait dit lorsqu'il accédait au pouvoir dans les années 80. Donc, lorsque le cardinal Christian Toumi le dit, il rappelle le caractère délicat de cette disposition du Code général sur les collectivités locales, l'article 246, qui place l'origine comme la condition sine qua non, la condition la plus importante pour être maire des communes de ville, maire des grandes, délégués du gouvernement, si vous voulez, la nouvelle appellation. Donc, ça nous remet au centre du débat, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans un État qui est déjà au plan de son unité suffisamment menacé, avec les multiples crises à l'extrême nord, dans le nord-ouest, sur le sud-ouest, mais également sur le plan psychologique, avec cette montée exponentielle du repli, du discours sur le repli identitaire, légiférer, institutionnaliser le repli identitaire. Évidemment que le Sénat ayant voté, le seul levier sur lequel on espère que le gouvernement appuiera, c'est
la promulgation. Le chef de l'État peut renvoyer le texte au Parlement, comme il a fait d'ailleurs pour le code pénal en 2016 pour des amendements éventuels. C'est une loi qui va institutionnaliser le repris d'identité. Ce n'est pas bon pour l'unité nationale. Il faut des campagnes d'explication, en tout cas, la suite de ce qui est proposé par le journal Le Messager ce matin. Il n'a pas voulu dire il n'a pas voulu dire directement que cette disposition n'est pas rétrograde. C'est pour ça qu'il demande l'explication. C'est une façon technique de dire que cette disposition n'est pas. Merci à vous, chers messieurs. Alors, nous laissons le soin au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose ce matin. Et pour être davantage informé, je vous souhaite un bon week-end, surtout sans excès. Sans excès. C'est le dernier week-end avant Noël. Oui. Joyeux Noël à vous. Bon vendredi soir. Bon vendredi soir aussi. Allez, il y a lundi 9h20 pour la toute première de la semaine qui nous conduit vers la fin de l'année. Allez, au revoir.